Le monarque halète soudainement de douleur, son visage tordu de choc, alors que sa main atteint instinctivement la lame maintenant enfouie dans son cœur. Ses yeux tremblants suivent le pommeau de la dague pour ne rencontrer que le regard froid et perçant de son assassin, son conseiller de confiance. Les yeux du conseiller brillant d'une malveillance sournoise. Bien sûr, comment n'aurait-il pas su que la conspiration était au cœur de sa propre cour ? Alors que le sang s'infiltre à travers son vêtement royal, le monarque halète à nouveau, son corps se convulsant d'une résistance futile. Un autre mouvement douloureux de sa tête, puis un autre, et encore un autre. Avec du sang qui s'accumule à ses pieds et une boule dans la gorge, le roi lutte pour rester debout, agrippant faiblement le poignard enfoncé dans sa poitrine. Avec ses dernières respirations, il donne un soliloque murmuré sur la brièveté de la vie, sur la façon dont les souverains deviennent souvent des prisonniers de leur propre autorité, sur la façon dont ceux qui sont les plus proches de vous sont les plus susceptibles de vous atteindre et de vous poignarder dans le cœur, tout cela alors qu'il est censé être en train de mourir. Dans le public ombragé, le critique, bloc-notes et stylo à la main, s'ennuie à mourir. C'est le 5e spectacle qu'il a dû regarder cette semaine, et s'il doit critiquer encore plus de théâtre communautaire lourd et sans originalité, il pense qu'il va devenir complètement et totalement fou. Le rideau se ferme et la troupe sort pour saluer, accompagné d'un maigre applaudissement sans conviction, mais le critique est déjà à mi-chemin de la passerelle, espérant remplir ses poumons d'air qui ne sent pas la sueur et la poussière brûlant sur les projecteurs de la CN. Il commence à détester ce travail. Il attrape une boisson offerte dans le hall et se dirige vers la ruelle tranquille derrière le bâtiment. Il ne pouvait se mêler aux autres. Si on lui demandait son avis sur la pièce, il aurait été franc. Honnêtement, ce n'était pas génial. Comme la plupart des choses dans la vie, c'était juste plus de médiocrité moyenne. Il est peut-être simplement vieillissant, blasé et déprimé. Peut-être que devoir regarder des pièces de théâtre pour vivre a enlevé le plaisir de quelque chose qui lui avait autrefois été si agréable, mais il ne semble plus jamais apprécier d'aller au théâtre. Comme si elle avait été convoquée par les pensées désespérées du critique, une étrangère mystérieuse entre dans la zone vacante. Les yeux du critique sont immédiatement attirés par lui, une figure étrange vêtue d'un extravagant costume noir de chef d'orchestre, mais avec de longs cheveux rouges vifs qui ne pouvaient naturellement pas être de cette couleur. On dirait que quelqu'un a lissé les cheveux de Ronald McDonald. Mais plus étrange et intéressant que les cheveux eux-mêmes était leur positionnement, drapé sur le visage de la figure comme un rideau de kératine, obscurcissant complètement ses traits. Le critique est fort impressionné. Avec son visage entièrement couvert, c'est un miracle qu'il ait trouvé son chemin dans cette zone fermée sans heurter tous les murs. Avant que le critique puisse avoir d'autres pensées acerbes sur la nature de cet étranger particulier, l'homme aux cheveux rouges commence à parler d'une voix théâtrale grandiose. « Vous me semblez être un homme en quête de divertissement. Bon monsieur, dit-il, un homme ennuyé par la monotonie, fatigué de la routine, exaspéré par le platitudinaire. Et si mon hypothèse est du correct, alors j'ai la soirée théâtrale parfaite préparée pour vous. Un spectacle varié, encapsulant chaque aspect glorieux des arts du spectacle dans le lieu le plus intime de tous. » Avec une dextérité qui impressionnerait un magicien, l'étranger aux cheveux roux passe au critique un bout de papier avec une adresse dessus. Plus précisément, l'adresse d'un entrepôt que l'on croyait abandonné en périphérie de la ville. Peut-être que le critique devrait s'attendre à être assommé, volé et potentiellement tué dès son arrivée. Mais la voix de l'étranger est trop sincère. Cela ravive quelque chose chez le critique, sa passion longtemps endormie pour la scène et la croyance qu'il existe peut-être encore des permutations de l'art de la mise en scène qu'il n'a pas encore vécu en personne. Lorsqu'il lève les yeux, l'étranger est déjà parti. La date et l'heure sont au dos du bout de papier, 7 heures du soir, ce soir même. Cela enflamme l'imagination du critique. Qu'est-ce que cela pourrait être ? Un morceau de théâtre expérimental et immersif ? Quelque chose de vraiment avant-gardiste ? Un véritable risque créatif ? Oui, c'est exactement ce dont il a besoin pour sortir de cette impasse. Assez de ces interprétations ternes et sûres des classiques. Il est temps pour quelque chose de spécial. Mais le critique n'a aucune idée de combien le spectacle de ce soir va être spécial. Il n'aura jamais assisté à un spectacle solo aussi unique.
Il arrive tard dans la nuit et entre dans l'entrepôt alors que la nuit tombe. C'est un peu plus inquiétant en personne, mais il va persister. Il préférerait une agression dans un entrepôt sombre que de subir une autre somnambulie à travers un tramway nommé Désir ou Tous mes enfants. L'intérieur de l'entrepôt est tout aussi vaste, sombre et désolé que l'extérieur le suggérait. Avant que le critique puisse trop réfléchir sur l'amiante potentielle ici, il voit un seul projecteur au centre de la salle principale. Là, l'étranger aux cheveux roux de tout à l'heure est assis et attend, sa mèche cramoisie cachant toujours son visage. Autour de lui se trouvent là plusieurs chaises pliantes. C'est certainement rustique, pense le critique. L'étranger aux cheveux roux lui fait signe de venir en désignant l'un des sièges vides devant lui. Quelque chose à ce sujet semble dangereux, d'une manière qui est à la fois effrayante et séduisante. Le critique s'exécute et s'installe, prêt pour la représentation. Il est curieux de savoir pourquoi il ne semble pas y avoir d'autres membres du public, mais vraiment, cela importe peu maintenant. Cette même voix théâtralement appropriée émerge avec force de derrière les mauvaises herbes cramoisies. Bienvenue au spectacle, mon invité estimé. Préparez-vous à être diverti, scintillé et ensorcelé par un éventail d'artistes multidisciplinaires, prêts à stupéfier notre public avec toutes les permutations imaginables de la narration en direct. Son hôte, l'étranger aux cheveux roux, ne dit pas un mot de plus. Au lieu de cela, sans aucune aide de son propriétaire, ses franges s'écartent comme des rideaux, révélant quelque chose de complètement impossible en dessous. L'homme n'a pas de visage. Au lieu de cela, c'est une scène. Une petite scène parfaite incrustée dans son crâne. Le critique devrait être horrifié, il devrait s'enfuir. Mais il ne le fait pas, il est fasciné par ce qu'il voit. Cela semble être l'œuvre d'art de performance parfaite pour stimuler son esprit blasé. Puis, les choses deviennent encore plus étranges. Un groupe de petits comédiens, chacun mesurant moins d'1 pouce de haut, sort tous en défilant sur la scène dans le crâne de l'étranger. Vêtus de costumes d'époque, ils trouvent dès leur place sur scène et se préparent pour ce qui semble être une représentation. C'est contrairement à tout ce que le critique a jamais vu. Il regarde simplement avec étonnement, pas tout à fait sûr qu'il ne rêve pas tout cela. Tous les petits acteurs commencent à jouer ce qui semble être une pièce de théâtre complètement originale, une pièce de l'époque médiévale sur la femme piégée d'un méchant archiduc à Florence qui rêve de s'enfuir avec le garçon d'écurie pour commencer une nouvelle vie en Espagne. Cependant, l'archiduc est un homme cruel et jaloux. Il ferait sûrement enfermer sa femme et torturer et tuer le garçon d'écurie s'il découvrait jamais leur union. La femme de l'archiduc est sûre que son mari vindicatif les poursuivrait jusqu'aux confins de la terre pour obtenir sa rétribution s'il s'enfuyait simplement. Alors, avec l'aide d'un noble rusé cherchant à empiéter sur les ternes de l'archiduc, la femme et le garçon d'écurie échafaudent un plan astucieux. Ils assassineront l'archiduc lors de son grand festin d'anniversaire. Ils pourront alors s'échapper avec sa fortune et commencer une nouvelle vie, loin de l'ombre du mari cruel et tyrannique de la femme. Globalement, le critique apprécie assez le concept. Et même dans le scénario fantastique de voir une pièce jouée à l'intérieur du crâne d'une personne, il ne peut pas désactiver la partie de son cerveau qui s'engage avec la qualité d'exécution. Et c'est là que cette pièce est malheureusement sévèrement déficiente. Les acteurs ne semblent pas être de vrais comédiens, mais plutôt des personnes ordinaires, faisant de leur mieux avec le matériel fourni. L'acteur jouant l'archiduc tousse et s'excuse constamment pendant ses répliques. Certaines des répliques de la femme de l'archiduc sont prononcées si doucement que le critique a du mal à entendre ce qu'elle dit, et l'acteur qui joue le garçon d'écurie semble tellement paralysé par le trac qu'il ne lève à peine les yeux de ses pieds pendant toute la performance. Le regarder est l'une des expériences les plus surréalistes de la vie du critique. Le fait que non seulement cette situation insensée et impossible se produit réellement, mais aussi que cela est un peu nul. Le critique grimace alors que la pièce continue. Si c'était une pièce dans des circonstances normales, il serait déjà parti et aurait donné une critique absolument brutale. Mais il a le facteur de curiosité morbide, anormale qui le retient. Il fait de son mieux pour rester engagé et suivre l'histoire alors qu'elle se complique de plus en plus. Le noble qui aide les amoureux maudits s'avère être presque aussi noir de cœur que l'archiduc lui-même, exigeant toutes sortes de faveurs et de concessions humiliantes de la part de la femme de l'archiduc et du garçon d'écurie.
Lorsque le couple assassine l'archiduc, il révèle avec son dernier souffle que le garçon d'écurie pour lequel elle avait jeté sa vie est en réalité son demi-frère, que l'on croyait auparavant mort. Ce grand final aurait presque été efficace si les pleurs de la femme de l'archiduc n'avaient pas été si horriblement irréalistes. Le critique pense que c'est comme glacer un délicieux gâteau avec du fumier de cheval. Même lorsque la pièce touche à sa fin, il reste de nombreux divertissements bizarres à découvrir dans ce théâtre littéral de l'esprit. Après que les tourments de la pièce se sont apaisés, tous les acteurs s'alusent maladroitement en décalage et quittent la scène en apparente honte. Dans le silence, l'autre s'exprime. « Ainsi se termine la tragédie de nos amants malheureux, crie l'homme à la scène pour visage. Et maintenant, un baume pour votre âme, un goût de magie envoûtante et d'enchantement, l'incroyable Mysterioso. » Les rideaux de cheveux se ferment brièvement, mais avant que le critique puisse poser une question ou quitter la scène, à gauche, les rideaux de cheveux s'ouvrent à nouveau. Un homme habillé comme un magicien se tient seul sur scène avec un grand coffre plein de ce que le critique ne peut qu'imaginer être des accessoires. Le magicien sort un paquet de cartes de sa veste et commence à les mélanger, pensant que ça promet d'être intéressant. Cependant, en mélangeant, il trébuche réellement et éparpille les cartes sur le sol. Au début, le critique lui donne le bénéfice du doute et suppose que peut-être c'est juste une diversion pour aider à préparer le vrai tour. Ce bénéfice du doute s'évapore lorsque le magicien tombe à genoux dans une agitation frénétique, marmonnant et jurant sous son souffle. Le magicien rassemble ses cartes et s'excuse rapidement. Il passe son tour oubliant les cartes. Il tend la main pour saisir son chapeau mais échoue dans un acte de bouffonnerie stupéfiante. Le petit chapeau tombe de sa petite tête et un lapin encore plus petit saute de son cuir chevelu, déféquant sur son épaule et sautant hors de la scène avant que le magicien incompétent ne puisse faire quoi que ce soit à ce sujet. Le critique rit franchement avant de se retenir. L'incroyable Mysterioso semble se figer avant de se tourner et de fixer directement le critique avec des yeux larges et critiques. L'homme avec la scène pour visage lève un doigt sévère comme pour dire silence. Et le critique, qui ressent une étrange sensation de menace émanant de cela, obéit. Il reste un acte dans le pathétique spectacle de scène du magicien. Une assistante est amenée sur scène dans une boîte. Une boîte, suppose le critique, où un côté contient réellement son corps. Une paire de jambes manifestement fausses dépasse de l'autre côté. Alors que l'incroyable Mysterioso sort une scie sauteuse comiquement grande de son sac de tours, il devient trop clair quel tour de magie éculé le critique est sur le point de témoigner. Mais il y a un rebondissement dans l'histoire, de la manière la plus embarrassante possible. L'incroyable Mysterioso semble ne pas avoir l'endurance pour couper entièrement la boîte. Au lieu de cela, il scie à mi-chemin avant de souffler et de haleter, la peau luisante d'une transpiration désagréable. L'assistante dans la boîte fait de son mieux pour feindre l'horreur face à la scie qui approche, mais malheureusement, son meilleur n'est vraiment pas si bon. Finalement et heureusement, l'incroyable Mysterioso s'incline simplement, se cognant accidentellement la tête sur la boîte dans le processus et s'effondre sur le sol. Les rideaux de cheveux se ferment rapidement avant qu'il ne puisse être davantage humilié. « Applaudissons l'incroyable Mysterioso », dit l'homme avec la scène pour visage, laissant un silence inconfortable jusqu'à ce que le critique donne un tour d'applaudissement solo maladroit. En engageant votre cœur et votre sens d'émerveillement, maintenant, l'un de mes petits amis va chatouiller votre drôle d'os. Présentant Gérald, les rideaux de cheveux s'écartent encore une fois révélant un petit homme en costume debout sur une version assombrie de la scène tenant un microphone. Il a la présence scénique d'un cadavre, le critique n'a jamais vu un homme avoir l'air si mortellement terrifié et quand son set commence... « Mon Dieu, ça ne fait qu'empirer. Hey tout le monde, Je suppose qu'il n'y en a qu'un de vous. Je suis Gérald, mon nom n'est pas vraiment important en ce moment de toute façon. J'espère que vous êtes prêts pour une comédie incroyable. Alors, quel est le problème avec la nourriture en avion? Vous savez comment ils vous donnent un petit contenant de bœuf Wellington ou quelque chose et ça a toujours un goût vraiment mauvais. Non, quelque chose à voir avec l'air ou la pression atmosphérique, je ne sais pas. J'ai échoué en sciences au lycée. Avez-vous déjà eu l'impression que votre vie est alourdie par des regrets? Cela a duré ainsi pendant environ 40 minutes sinistres. Jusqu'à ce que Gérald quitte la scène dans l'ignominie. Si on lui donnait le choix entre plus de cela et la torture physique, le critique choisirait la torture. Mais ce n'est pas fini.
Les rideaux se ferment une fois de plus, et lorsqu'ils s'ouvrent, ils révèlent un chœur de chanteurs qui se raclent la gorge et commencent une symphonie opératique. Si le critique devait écrire une critique officielle, il comparerait le son à un chat d'arrière-cour passant dans une déchiqueteuse, une alarme incendie auto-accordée, le cri d'une carotte bouillie si elle pouvait crier. C'est tout simplement le pire chant qu'il ait jamais entendu. Il ne pense pas qu'il est de la misophonie, mais cette performance le fait réfléchir. Au milieu du deuxième mouvement, qui était aussi agréable qu'un mouvement de l'intestin, le critique jette l'éponge et crie pour qu'ils arrêtent. Il hurle sur le monstre surnaturel au visage défiguré. Il n'en prendra plus, ni de ces minuscules homoncules qui massacrent les arts du spectacle qu'il a passé sa vie à critiquer. Alors qu'il poursuit sa diatribe, l'étranger semble devenir de plus en plus irritable, d'abord en gesticulant, puis en exigeant verbalement que le critique parte. Et quand il ne le fait pas, l'homme au visage de scène le plaque au sol et commence à le battre sans relâche. Certaines personnes ne supportent vraiment pas la critique. Si vous rencontrez l'anomalie d'aujourd'hui, vous êtes sûr de recevoir la performance d'une vie. Une performance que vous n'oublierez jamais, pour le meilleur ou pour le pire. Rencontrez SCP-3073, également surnommé visage de scène. Cette anomalie humanoïde peut ne pas sembler valoir beaucoup d'attention à distance. C'est un homme d'origine européenne avec de longs cheveux roux drapés sur son visage, vêtu de l'uniforme classique et élégant d'un chef d'orchestre. Excentrique et certes, mais à peine anormal. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'il écarte ses cheveux comme des rideaux lors d'une première et révèle son véritable secret. Il n'y a pas de visage derrière les cheveux, juste un petit théâtre où des acteurs encore plus minuscules se pavanent et s'inquiètent de leurs heures sur scène. Malgré son absence des traits du visage nécessaires, il est plus que capable de traiter à la fois la parole et la vision. Il est également un excellent communicateur, capable de parler une grande variété de langues, bien qu'il semble avoir une préférence pour les langues principales de l'Europe de l'Ouest, l'anglais, le français, l'allemand et l'italien. Il a eu le temps de perfectionner ses compétences. Lorsqu'on lui a demandé son âge par les chercheurs de la Fondation, il a répondu qu'il était aussi vieux que la scène elle-même, ce qui le rend vieux d'au moins plusieurs millénaires grâce au style dramatique des anciens Grecs. Mais je suis conscient que vous êtes moins intéressé par les langues qu'il peut parler et l'âge des anomalies que par la collection de 113 petits acteurs, désignés SCP-3073-1, qui vivent à l'intérieur de sa tête et réalisent toutes sortes de fioritures dramatiques. De la tradition théâtrale de jouer du Shakespeare et Euripide classique aux opéras et symphonies, en passant par les spectacles de stand-up comédie et les performances magiques à la Penn Teller, tout le divertissement que vous pourriez souhaiter contenu dans un seul visage, il n'y a qu'un seul problème. C'est tous terrible. Je sais, tout le monde est critique, mais dans ce cas, je fais référence à un large consensus d'opinion de chercheurs sur la qualité des performances de SCP-3073-1. Dans les performances scénarisées en direct, le jeu d'acteur est raide et sans vie. Les acteurs semblent montrer des signes de trac sévères, oubliant souvent ou bafouant des répliques clés. Les performances musicales ne sont pas beaucoup mieux. Elles ont été décrites par l'un des chercheurs les plus indulgents comme une cacophonie assourdissante, et l'un des spectacles de magie qui impliquait des éléments pyrotechniques a mis le feu aux cheveux de SCP-3073, ce qui a nécessité l'intervention des gardes de la Fondation avec un extincteur. L'anomalie est clairement consciente de la mauvaise qualité des performances, pour certains, et ne l'attire jamais personnellement. Quand on lui demande, elle évite aussi la question par tous les moyens. Tout cela a conduit à supposer que les acteurs dans la tête de l'anomalie ne sont pas des acteurs expérimentés, bien que l'anomalie se sente chaleureusement envers eux, les appelant ses petits amis. Bien que SCP-3073 soit généralement très cordial, une façon de changer cela est de rompre l'étiquette du théâtre, c'est-à-dire se comporter de manière inappropriée lors de l'une de ses performances. Pour un comportement mineur parmi le public, l'anomalie réprimandera verbalement l'offenseur et le préviendra de ne pas perturber à nouveau le spectacle. Si vous parlez zouhu, les petits acteurs arrêteront tous de jouer et regarderont directement le membre du public. Si cela persiste, l'anomalie leur dira de partir, et s'ils ne le font pas, elle essaiera de les expulser par la force, démontrant une force typique d'un homme adulte de corpulence moyenne. Si cette anomalie ne présentait qu'un risque mineur de bagarre, la Fondation ne se soucierait pas de SCP-3073. Mais un incident particulièrement infâme ajouté au dossier de SCP-3073 suggère qu'il pourrait y avoir plus que ce que l'on voit à première vue à ce stade de la conscience surnaturelle.
L'incident 3073 a commencé comme un test plutôt standard de la Fondation. Les chercheurs souhaitaient connaître l'étendue complète des effets de l'anomalie et ne voulaient pas passer des heures à subir des affronts stupéfiants au monde de l'immortel barde William Shakespeare. C'est pourquoi un groupe de 4 membres du personnel de classe D a été rassemblé pour voir les acteurs de SCP-3073 péter maladroitement tout au long d'une production d'Othello. Cependant, un classe D n'était pas d'accord. Avant de devenir un sujet de test de la Fondation, il était un redoutable briseur de jambes pour la mafia. Personne n'oserait le manquer de respect. Et alors qu'il rôdait dans les rues, à la recherche d'argent dû à ses sinistres patrons, il était notoirement sérieux et sans humour. Il s'étonnait de ces absurdités paranormales, se demandant s'ils se moquèrent de lui. En bref, il trouvait la performance de mauvais goût, et il ne manquait pas de faire entendre son dégoût en huant et en chahutant bruyamment à chaque tournant, surtout quand l'un des artistes trébuchait. SCP-3073 a essayé de prendre le contrôle de la situation par des mots, mais la classe D n'en voulait pas. La bagarre à coupe de poing qui a suivi a été déclarée par les 3 autres classés D comme le moment le plus divertissant de la soirée. Mais en plein cœur de l'affrontement, le drame est survenu. Le visage d'un joueur dans SCP-3073 a été attrapé par la classe D vengeresse qui a serré assez fort pour lui briser la colonne vertébrale, les tuant instantanément. La bagarre a été interrompue peu de temps après, mais les dégâts étaient là déjà faits. L'anomalie a été complètement dévastée par la perte de l'un de ses précieux joueurs. Toutes les performances ont cessé et SCP-3073 n'a répondu à aucune tentative de communication avec lui. 2 jours après l'incident, tout a changé. Le D-100-LAS, qui avait été impliqué dans la lutte, a disparu de sa cellule sans laisser de traces, et à peu près à ce moment-là, les terribles performances de SCP-3073 ont recommencé. Lorsqu'interrogé sur le changement de tempérament, l'anomalie a répondu avec enthousiasme qu'un nouveau membre avait rejoint la distribution. En raison de sa nature étrange et imprévisible, SCP-3073 a reçu la classe de confinement Euclide. Il était gardé dans une chambre de confinement humanoïde insonorisée avec un tabouret pour s'asseoir et 5 chaises positionnées pour accueillir un public lors de ses performances. Il y a aussi un variateur pour l'éclairage d'ambiance. Les membres du public sont choisis au hasard parmi le personnel du site, en partie parce que si les participants étaient sélectionnés sur une base volontaire, ils auraient du mal à remplir 5 sièges. Tous les participants doivent respecter l'étiquette du théâtre pour des raisons de sécurité, peu importe la médiocrité du jeu d'acteur. Et depuis l'incident 3073, aucun membre de la classe D n'a été autorisé dans le public, ce qui prouve qu'il y a au moins un avantage à être membre du personnel de la classe D. Il est facile de juger et de jeter le discrédit sur les performances des acteurs du SCP-3073-1, mais comme l'a appris à ses dépens ce malheureux membre de la classe D, jouer dans ces conditions est en réalité beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Rejoignez le Patreon du Dr Bob et devenez un jeune chercheur maintenant. Allez maintenant regarder une autre entrée des dossiers du Dr Bob, comme le SCP-189, le parasite imitant les cheveux.